Angela Freeman est une jeune femme de 17 ans enceinte de 4 mois qui va disparaître mystérieusement après être étrangement sortie de chez elle à 1h du matin. Sa disparition va être comparée à d'autres cas qui vont laisser planer le doute d'un potentiel tueur en série. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Angela Freeman, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est comme la suite de la vidéo précédente qui est sortie sur cette chaîne. Je m'explique, dans la précédente vidéo, nous parlions de Lori Hill qui avait disparu près de la rivière Leaf dans l'état du Mississippi. Et aujourd'hui, nous allons parler du cas d'Angela Freeman qui, vous allez voir, est très similaire et qui se passe au même endroit, au même moment. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, vous pouvez aller la voir via le petit lien que je mets au-dessus dans le petit i, ou sinon si vous ne l'avez pas vue et que vous n'avez pas envie de la voir, c'est pas très grave, en soi vous pouvez quand même suivre cette vidéo. Mis à part ça, cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, Oli est une marque de boissons énergisantes et de thé glacé qui représente une alternative plus saine aux boissons soft traditionnelles. Elles sont véganes, renforcées en vitamines B et C, elles sont sans arôme et colorants artificiels et elles sont sans sucre. Alors comme vous pouvez le voir, elles sont en poudre, elles se présentent sous un petit pot comme le mien. Vous mélangez la poudre à l'eau et ça vous donne votre boisson. Jusqu'ici, je vous avais que très peu parlé de l'équipe Oli, mais il faut savoir que c'est l'œuvre de 3 jeunes étudiants qui consommaient pas mal de boissons énergisantes et qui se sont dit que les boissons qu'ils consommaient n'étaient juste pas à leur goût et pas très bonnes pour leur santé. En tant que gamer, ils restaient parfois debout pendant des heures à jouer aux jeux vidéo et puis un jour, ils ont eu l'idée de créer leur propre boisson énergisante qui répondrait à tous leurs besoins. En plus de ça, pour eux, l'environnement était une grande préoccupation et donc c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de faire de petits pots qui ne produiraient pas trop de plastique. Ils ont alors passé 8 mois à développer leurs produits et en avril 2021, leur entreprise a été créée. Depuis, l'équipe s'est agrandie et ils essayent de viser un public plus large en créant plein de goûts différents, aussi des packs découvertes et aussi l'année dernière, ils ont créé leur gamme de thé glacé antioxydant. Un pot comme celui-ci coûte 40 €, dedans il y a 50 boissons, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, le lien est en barre de description. Si vous voulez me soutenir, les soutenir, n'hésitez pas à utiliser le code promo Phenixia5 pour recevoir 5 € de réduction sur la première commande. Et sinon, si vous avez d'autres commandes à faire, n'hésitez pas à utiliser le code Phenixia pour avoir 10% de réduction. Ils ont aussi un compte Instagram où ils sont assez actifs, ils postent pas mal de contenu, je vous mets aussi le lien en barre de description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller acheter vos produits. Mais à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Angela Freeman, que ses proches appellent aussi Angie, était une jeune fille de 17 ans vivant depuis toujours aux États-Unis dans la ville de Pétale, dans l'état du Mississippi. Angela habitait en fait dans un petit appartement qu'elle partageait avec l'un de ses collègues qui travaillait tout comme elle dans un restaurant de la ville de Hattiesburg. Au mois de septembre 1993, Angela était alors enceinte de 4 mois. Par contre, dans cette affaire, le nom et l'identité du père n'a jamais été rendu public. Donc voilà, on sait qu'Angela est enceinte. Vous allez voir dans cette vidéo, on va parler de ses ex-petites amies. Par contre, on ne sait pas lequel d'eux est le réel père. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Angela s'apprêtait à devenir maman et elle en était très heureuse. En fait, Angela avait quitté la maison de ses parents quelques mois plus tôt pour habiter seule parce qu'elle voulait prendre son propre envol. Aussi, malgré tout, Angela avait toujours été assez indépendante et elle n'avait jamais été très proche de sa mère. Debra, donc sa maman, dira d'ailleurs en parlant de sa fille, elle pensait qu'elle était adulte, mais ce n'était pas le cas. Elle avait beaucoup à apprendre. Angela était décrite comme une jeune femme sérieuse, mais qui avait rencontré pas mal de difficultés dans sa vie. Elle avait toujours voulu devenir infirmière, malheureusement elle avait un petit peu décroché au niveau scolaire et puis elle était tombée enceinte, donc elle avait un petit peu reporté son rêve à plus tard. Elle était aussi décrite par ses amis comme une personne casanière, mais qui aimait à l'occasion sortir avec ses amis en extérieur. En règle générale, elle passait ses journées au travail et puis elle rentrait chez elle pour regarder la télé dans sa chambre.
À présent, plongeons-nous dans la journée du 10 septembre 1993. À 1h du matin, Angela va prendre la décision de sortir de l'appartement. Déjà là, le premier mystère arrive parce qu'on ne sait pas du tout pourquoi est-ce qu'Angela a décidé de sortir comme ça en pleine nuit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a laissé une petite note à son colocataire qui disait qu'elle allait bientôt rentrer, mais elle ne disait pas vraiment où est-ce qu'elle allait. Je vous le dis déjà, mais nous n'avons donc aucune idée de ce qu'elle a fait cette nuit-là. Par contre, à 13h30, toujours le 10 septembre, donc 12 heures après, on sait qu'Angela se trouvait toujours dans la ville de Bethel. En fait, à 13h30, Angela s'est arrêtée dans le Pizza Hut de la ville, chose qu'elle faisait en fait assez régulièrement parce que son petit ami, avec qui elle était restée en bons termes, y travaillait. Cet ex-petit ami, il s'appelle Steven Lindsay et il avait 23 ans au moment des faits. Steven était en fait directeur adjoint du Pizza Hut et il expliquera que ce jour-là, il n'était pas surpris de voir Angela parce que, comme je vous l'ai dit, eh bien, elle s'y arrêtait assez régulièrement. Steven et elle avaient alors discuté un long moment sur le parking du Pizza Hut et selon lui, Angela lui avait dit qu'elle voulait se remettre en couple avec lui, mais Steven, eh bien lui, il n'en avait pas envie. Aussi, toujours selon Steven, alors qu'il parlait avec Angela, il s'était soudainement rendu compte qu'il avait oublié de réinitialiser l'un des programmes informatiques pour qu'il soit prêt à l'ouverture du restaurant. Il a alors dit à Angela de patienter, qu'il allait revenir, mais quand il est revenu, Angela était partie. Steven dira par rapport à ça: « Quand je suis ressortie, elle était partie, ce qui est typique d'elle. Je n'en ai rien pensé. » Un peu plus tard, toujours en début d'après-midi, Randy Freeman, qui est l'oncle d'Angela, conduisait sur la route de Manhead Road, une petite route au milieu des champs située à 25 minutes à peu près de la ville de Bethel. Par contre, il faut savoir que cette route se trouve dans le comté de Perry, alors que la ville de Bethel se trouve dans le comté de Forest. Donc retenez bien ça parce que ça va être très important pour cette histoire. En tout cas, Randy de son côté va apercevoir une voiture garée sur le bord de la route et immédiatement il va reconnaître la berline Honda argentée qui appartenait à Angela. La voiture avait été abandonnée près du pont Old Manhead qui se situait au-dessus de la rivière Leaf. Randy s'était alors approché du véhicule, mais personne ne s'y trouvait. Par contre, la vitre conducteur était baissée et sur le siège à côté se trouvait un carton de chez Pizza Hut. Aussi, je vous le précise, mais à l'intérieur du carton, il y avait une pizza qui n'avait pas encore été mangée. Donc voilà, déjà ici, si vous avez vu la vidéo précédente, on peut retrouver pas mal de similitudes avec l'affaire de Lori Hill. Tout comme Lori, Angela a disparu en 1993 et tout comme Lori, elle était très jeune et enceinte au moment des faits. Donc pour rappel, Lori Hill avait 18 ans et Angela, elle avait seulement 17 ans. Les deux ont disparu à proximité de la rivière Leaf et de plus, dans les deux cas, la voiture a été retrouvée abandonnée avec les clés sur le contact et la vitre conducteur ouverte. Déjà ça fait déjà beaucoup et selon moi, ça paraît énorme pour n'être que de simples coïncidences. Mais bon, pour en revenir aux faits, Randy, l'oncle d'Angela, va immédiatement s'inquiéter et va alors décider d'appeler Debra, la mère d'Angela. Randy va alors expliquer ce qu'il se passait et évidemment Debra va elle aussi devenir très inquiète et elle va immédiatement se dire que quelque chose n'allait pas. Elle a alors décidé d'appeler la police de Bethel et a déposé un rapport de personnes disparues. Debra savait que jamais sa fille aurait disparu volontairement et encore moins pendant sa grossesse, donc clairement elle savait qu'il fallait agir rapidement. Dans un premier temps, les enquêteurs demanderont à Debra pourquoi, selon elle, Angela aurait conduit jusqu'à ce petit chemin près du pont de Manhead Bridge. Par rapport à ça, Debra répondra: « Je ne savais même pas que cet endroit se trouvait par ici. Elle n'a pas d'amis là-bas à ma connaissance. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle pouvait y faire. » Ce qui était compliqué ici, c'est que cette affaire se passait dans deux comtés différents. D'un côté, on avait le comté de Perry, qui est donc là où la voiture a été retrouvée, et le shérif du comté de Perry était lui peu inquiet. Selon lui, Angela était adulte et donc on pouvait pas faire grand-chose si elle avait décidé de partir. Mais de l'autre côté, il y avait le comté de Forest, donc le comté où Angela et sa famille vivaient. Là, le shérif du comté de Forest était très inquiet et lui, il voulait faire venir des chiens pisteurs là où la voiture avait été retrouvée. Le problème ici, c'est que le shérif du comté de Perry va s'opposer à cette idée. Donc là, il faut bien se dire qu'il n'y aura aucune enquête, rien du tout, et le shérif du comté de Perry va appeler la famille d'Angela et va simplement leur demander d'aller récupérer la voiture
voiture et de la ramener à la maison. La maman d'Angela était un peu choquée, désemparée devant tout ce qui se passait, donc elle a quand même demandé aux adjoints du shérif s'ils avaient besoin de cheveux appartenant à Angela, d'empreintes digitales ou quoi que ce soit, mais on lui a répondu que non, on n'en avait pas besoin parce qu'il n'y avait pas d'enquête ouverte. En reprenant la voiture, Bill Stewart, donc le beau-père d'Angela, a remarqué une petite flaque de liquide rouge juste en dessous de la voiture, donc dans la terre. Il faut savoir que lorsqu'il a repris la voiture, il y avait plusieurs adjoints du shérif qui étaient là, donc évidemment il a fait remarquer cette petite flaque rouge qui était juste là à ses pieds, et un des adjoints du shérif a simplement balayé la flaque avec son pied et a dit que ce n'était rien et encore moins du sang. Donc là, le beau-père d'Angela est reparti lui aussi un petit peu désemparé parce que clairement pour lui, cette flaque c'était du sang, mais là, l'adjoint du shérif avait juste enlevé cette preuve parce qu'il l'avait frotté avec son pied. Pour ce qui est du département de police de la ville de Pétale, à aucun moment ils ont été informés que la voiture d'Angela avait été retrouvée. Ils n'ont donc pas su ouvrir d'enquête et n'ont donc pas pu analyser la voiture à l'endroit où elle avait été abandonnée avant qu'elle ne soit déplacée. Le week-end va alors passer et le lundi, la famille d'Angela n'avait toujours aucune nouvelle d'elle. D'ailleurs, le lundi matin, Angela ne s'est pas présentée au restaurant où elle travaillait, donc ça venait confirmer que quelque chose lui était bel et bien arrivé. Rapidement, la police de Pétale a expliqué que pour eux, la disparition d'Angela était suspecte et un des policiers partagera publiquement ses inquiétudes. Elle n'a pas pris de brosse à dents, de maquillage, de vêtements, rien. Elle n'avait pas d'argent supplémentaire, rien ne disait qu'elle prévoyait de ne pas revenir. Il faut aussi savoir que les jours précédant sa disparition, Angela n'avait absolument pas eu de comportement étrange. La veille, elle avait été à l'épicerie, elle avait fait de grandes courses pour toute sa semaine et en plus de ça, elle avait été remettre de l'essence dans sa voiture. Aussi, elle avait été au magasin acheter des vêtements pour son futur bébé qu'elle avait laissé dans son appartement. Donc clairement, tout ça, c'est pas un comportement d'une personne qui voudrait disparaître le lendemain. Au final, cette affaire a tout de même fait beaucoup de bruit dans les journaux, ce qui a alors poussé le bureau du shérif du comté de Perry à enquêter un peu plus sur l'affaire. Les parents d'Angela vont alors être présents sur le pont où la voiture avait été retrouvée pendant l'entièreté des recherches pour surveiller et être là pour les enquêteurs qui analysaient les environs. Des chapisteurs ont alors été envoyés sur place et, comme on pouvait s'en douter, directement ils se sont dirigés vers l'endroit où justement le beau-père d'Angela avait retrouvé cette petite flaque rouge sur le sol. Les maîtres chiens vont alors prélever un petit peu d'échantillons de terre parce que depuis, cette petite flaque avait séché et ils vont l'envoyer à un laboratoire de la police pour que cette terre soit analysée. Malgré tout, l'analyse va prendre du temps et vous allez voir que c'est pas tout de suite qu'on va avoir les résultats. Le lendemain, une nouvelle équipe de recherche et de sauvetage vont fouiller la zone, encore une fois accompagnée d'autres chiens pisteurs. Les chiens ont alors emmené l'équipe jusqu'aux berges de la rivière Leaf et d'ailleurs, sur place, l'équipe fera la découverte d'un premier indice de taille. Près de l'eau avait en fait été abandonnée une paire de baskets blanches de la marque Keds. Elles seront alors montrées à Debra, la maman d'Angela, qui dira qu'elle ne pouvait pas être certaine que ces chaussures appartenaient à sa fille, mais que par contre, oui, c'était le genre de chaussures qu'elle portait et en plus, ça correspondait à sa pointure. Après cette découverte, des plongeurs ont été envoyés pour fouiller la rivière Leaf à la recherche d'un corps ou même d'indices, mais malheureusement, rien n'a été retrouvé. En parallèle, d'autres enquêteurs ont interrogé des proches, la famille d'Angela, des amis, mais aucun d'eux ne savait pourquoi elle s'était rendue à cet endroit, ni qu'est-ce qui avait bien pu lui arriver. D'ailleurs, des amis d'Angela ont expliqué qu'elle avait commencé à conduire que très récemment et qu'elle n'était pas encore très douée pour se déplacer dans la région, vu qu'elle ne connaissait pas énormément de chemin. La sœur de Steven Lindsay sera elle aussi interrogée. Donc rappelez-vous, Steven Lindsay, c'est l'ex-petite amie d'Angela, qui est donc le co-gérant du Pizza Hut et la dernière personne à avoir vu Angela en vie. Sa sœur donc sera interrogée parce qu'elle connaissait bien Angela et elle aussi dira que Angela ne connaissait pas très bien les routes du comté et encore moins celles du comté voisin, donc clairement ça lui paraissait étrange qu'elle ait roulé jusque-là. Elle donnera aussi d'autres détails sur sa relation avec Angela et elle dira que oui, elle avait toujours été un petit peu méfiante d'Angela, mais c'est surtout parce qu'elle sortait avec son
son frère. Par contre, elle dira que malgré tout, Angela était une bonne personne avec qui on pouvait parler de tout. Elle expliquera aussi aux enquêteurs que les premiers jours de la disparition d'Angela, elle avait pensé qu'elle était partie d'elle-même dans le but d'attirer l'attention, mais elle dira qu'à présent, elle était sûre que quelque chose lui était arrivé. Elle dira d'ailleurs en parlant d'Angela, elle parlait beaucoup de vouloir devenir infirmière. Elle avait prévu pas mal de choses pour pouvoir le faire. Elle a essayé de remettre sa vie sur les rails, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné correctement. Je pense surtout qu'elle voulait juste que quelqu'un l'aime. Après ça, les enquêteurs vont interroger un certain Larry Posey, un homme de 21 ans qui s'avérait lui aussi être un ex-petit ami d'Angela. Larry avait alors été convoqué au bureau de police pour être interrogé justement par rapport à la disparition d'Angela, chose qu'il avait assez mal pris. Après son interrogatoire, je précise qu'il n'était pas pris pour un suspect, simplement on l'interrogeait comme n'importe qui, eh bien il avait décidé de parler aux journalistes et il leur dira « J'ai dû aller au commissariat. Ils m'ont interrogé comme si j'étais un suspect. Je pense qu'Angie a organisé sa disparition et qu'elle essaye d'attirer l'attention. J'espère qu'elle va bien. » Je trouve que c'est un peu étrange comme manière d'agir, je le trouve assez fort sur la défensive, mais bon, les enquêteurs l'ont jamais considéré comme un suspect, donc c'était peut-être juste un petit peu son tempérament. Il faut savoir aussi que le chef de police de la ville de Pétale s'exprimera et dira que oui, la disparition d'Angela paraissait étrange, elle paraissait même criminelle, mais il rappellera qu'il n'y avait aucune preuve réelle qui disait qu'elle avait bel et bien été victime d'un acte criminel. Donc pour le moment, en fait, les enquêteurs n'avaient pas grand-chose. Le mercredi 15 septembre, des enquêteurs de la police de Pétale ont fouillé la voiture d'Angie. Ils ont alors relevé les empreintes digitales présentes dans la voiture et les ont envoyées au laboratoire de police. Parmi ces empreintes, toutes ont alors pu être identifiées, sauf une. Mais la plus grosse découverte va être faite lorsque les policiers vont fouiller le cendrier de la voiture. À l'intérieur, ils vont y faire la découverte de 2 balles de fusil. Immédiatement, ils ont interrogé les proches d'Angela, mais tous diront qu'elle ne possédait pas d'arme à feu. Donc là, les enquêteurs ne savaient pas du tout comment ces 2 balles de fusil avaient pu se retrouver dans le cendrier de sa voiture. C'était incompréhensible et sans doute que c'était une des clés pour résoudre le mystère de sa disparition. Mais bon, ils ont continué la recherche et sur le pare-brise de la voiture, les enquêteurs ont vu ce qui semblait être du sang. Ils ont alors là aussi prélevé quelques échantillons et l'ont envoyé au laboratoire afin de savoir s'il s'agissait bel et bien de sang. Du côté des proches d'Angela, ils étaient sûrs qu'elle avait été victime d'un acte criminel et étaient d'ailleurs très en colère contre le bureau du shérif du comté de Perry et la manière dont ils avaient géré l'enquête. Debra, la maman, dira d'ailleurs « Je vous garantis que si c'était la fille du shérif, il l'aurait fait différemment. » Au bout d'une semaine de recherche, les enquêteurs ne savaient malheureusement plus où fouiller. La rivière Leaf avait été fouillée encore et les berges avaient été parcourues de long en large. Les autorités ont d'ailleurs dit que la rivière n'était pas très haute au moment des faits et que le courant n'était pas très rapide. Si un corps avait donc été jeté dans l'eau, eh bien les chercheurs l'auraient sans doute retrouvé assez facilement. Malgré tout, d'autres recherches ont encore eu lieu et le dimanche 19 septembre, des chiens pisteurs ont eu l'air de retrouver une zone de la rivière où Angela, ou en tout cas son corps, aurait pu se trouver. Encore une fois, les plongeurs ont fouillé la zone, mais rien n'a été retrouvé. Malgré tout, la famille et les proches d'Angela ont continué à chercher eux-mêmes dans la zone parce qu'ils espéraient retrouver au moins son sac à main. C'est d'ailleurs une des grosses différences par rapport au cas de la disparition de Lori Hill, parce que dans l'affaire de Lori, eh bien son sac à main a été retrouvé sur le siège passager de sa voiture, donc elle avait disparu sans son sac. Dans cette affaire, Angela a elle disparu avec son sac à main. Le 24 septembre, on va enfin recevoir les résultats du laboratoire et donc rappelez-vous, cette petite flaque rougeâtre qui avait été retrouvée sur le sol à côté de la voiture a pu être identifiée comme étant du sang. Le laboratoire va aussi confirmer que sur le pare-brise arrière de la voiture, ce qui avait été trouvé par les enquêteurs, était là aussi encore du sang. Par contre, et malheureusement, on ne pouvait pas être sûr que ce sang appartenait bel et bien à Angela. Par contre, on était sûr qu'il s'agissait de sang humain. Donc là, on avait de plus en plus de preuves qu'Angela avait bel et bien été victime d'un acte criminel. Il y avait déjà sa disparition, ensuite le sang retrouvé sur et autour de sa voiture, mais surtout le fait
fait que les chiens pisteurs avaient retrouvé un endroit dans la rivière Leaf où le corps d'Angela avait sans doute été. Mais bon, malgré tout, les enquêteurs n'avaient toujours aucune piste sur où pouvait bien se trouver Angela et la rivière a été fouillée encore et encore, mais pourtant rien ne semblait s'y trouver. Au final, 3 semaines se sont encore écoulées et les parents d'Angela, Bill et Debra, s'adresseront aux journalistes en disant qu'à présent, ils savaient que leur fille avait été assassinée et que même si on ne la retrouvait pas, elle devait tout de même se trouver quelque part dans la rivière Leaf. Les parents d'Angela ont été parcourir les berges de la rivière Leaf tous les jours à la recherche d'indices, mais le 30 septembre, après 20 jours de recherche incessante, ils ont décidé d'arrêter. Ils se sont dit que là, s'ils n'avaient rien retrouvé, c'est peut-être parce que, voilà, elle était partie trop loin, elle avait été déplacée, le courant l'aurait amenée quelque part d'autre, enfin voilà, ils ont décidé d'arrêter la recherche. Ils avaient en tête alors de reprendre leur travail, mais au mois de mars 1994, Debra, donc la maman d'Angela, s'est rendue compte qu'elle ne pouvait tout simplement pas reprendre sa vie, donc elle a posé sa démission et elle a décidé de se consacrer entièrement à la recherche de sa fille. Le mois de mars était aussi une période assez difficile parce que c'était le moment où Angela aurait dû donner naissance à son bébé. En tout cas, Debra a elle pris les choses en main, elle a décidé d'organiser divers événements pour récolter des fonds et finalement elle a réussi à récolter la somme de 5 000 $. Ces 5 000 $ ont alors été offerts comme récompense à toute personne qui amènerait des informations permettant de retrouver Angela ou bien de comprendre ce qui s'est passé. En septembre 1994, ça faisait 1 an qu'Angela avait disparu et Debra, désespérée, avait alors décidé de se tourner vers une médium alors qu'à la base elle était assez réticente. Cette médium lui avait alors dit qu'Angela était morte poignardée et que son corps avait été enterré dans les bois à quelques kilomètres de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. Suite à ça, le frère d'Angela a fouillé la zone avec l'un de ses amis à la recherche du corps de sa sœur, mais finalement, il n'a jamais rien retrouvé. Au final, les années sont passées sans que rien n'avance dans l'enquête qui est tout doucement devenue un cold case. Évidemment, la famille d'Angela restera très énervée contre le bureau du shérif du comté de Perry. Debra, sa maman, dira d'ailleurs « Je croirais toujours cela. S'ils avaient fait leur travail et amené des chiens là-bas dès le début, je crois simplement que nous aurions su quelque chose. » La famille va ensuite augmenter la récompense de 5 000 $ à 7 000 $ en espérant qu'ils recueilleraient un peu plus de témoignages. Malheureusement, ce ne sera pas le cas et l'affaire tombera dans l'oubli, ce qui était malheureusement la plus grande peur de la famille. En 1999, la technologie permettra d'annoncer clairement que le sang retrouvé sur les lieux du crime appartenait effectivement à Angela. Cette découverte a d'ailleurs renforcé l'idée qu'elle était bel et bien décédée. En 2002, Debra a alors organisé une cérémonie de commémoration pour sa fille, une sorte d'enterrement sans le corps qui permettait alors à tous ceux qui le voulaient de venir se recueillir. Un monument à son honneur a d'ailleurs été érigé. En 2021, le shérif du comté de Perry rappellera que l'enquête était toujours en cours, mais que malheureusement, les enquêteurs n'avaient toujours pas assez de preuves pour arrêter quelqu'un. Au final, les enquêteurs n'ont jamais trouvé de suspect principal et donc personne n'a jamais été arrêté, ce qui fait quand même fort penser aussi à l'affaire de Lori Hill. Aujourd'hui, le cas d'Angela reste donc répertorié comme une disparition irrésolue, à l'inverse de Lori Hill dont le corps a été retrouvé. Mais bon, malgré tout, on ne sait toujours pas non plus ce qui est arrivé à Lori. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces deux affaires donne l'impression qu'une seule et même personne s'en est pris à ces deux femmes. Est-ce qu'il s'agissait d'un tueur en série qui était dans les parages à ce moment-là? Est-ce qu'elles connaissaient quelqu'un en commun qui aurait pu leur en vouloir? Est-ce que le fait qu'elles étaient enceintes jouait un rôle là-dedans? Ou alors est-ce que tout ça n'est que des coïncidences et leurs morts n'ont rien en commun? Voilà, je pose toutes ces questions, mais malheureusement, encore aujourd'hui, on ne sait pas. Donc c'était important pour moi de vous parler de cette affaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce cas-ci, si vous saviez qu'il pouvait être lié à celui de Lori Hill, et n'hésitez pas non plus à me donner toutes vos pistes en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas non plus d'aller dans la barre de description si vous voulez aller faire un tour sur le site de Holy Energy. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!